La monnaie. Chaque jour, nous la manipulons et l'échangeons comme tout autre objet de notre quotidien. Pourtant, ses origines et son évolution au Maroc sont fascinantes. De l'Antiquité à nos temps modernes, elle a reflété les ambitions de puissants empereurs et dynasties, portées à leur apogée, puis précipitées dans le déclin. Cristallisant les enjeux politiques, sociaux et économiques de diverses époques, elle offre un précieux témoignage sur notre identité, plongée dans la formidable histoire de la monnaie au Maroc. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. La Méditerranée, berceau des plus grandes civilisations du monde, connaît une grande effervescence alimentée par une multitude de flux guerriers, coloniaux et commerciaux. Au carrefour de ces mouvements, l'Afrique du Nord, que l'on appelait Libye à l'époque, assiste à la naissance d'une nouvelle civilisation influencée par les empires grecs, romains et phéniciens. Portée par ses inspirations, la monnaie prendra forme d'abord en Numidie, actuelle Tunisie, au 4e siècle avant Jésus-Christ, pour financer les guerres contre les Grecs et plus tard contre les Romains. Celle que l'on appelait Carthage à l'époque frappe un monnayage en or, les statères. Les Carthaginois pouvaient voir sur ces précieuses pièces la déesse mère Tanit et le cheval, animal symbolique de la ville de Carthage. Un siècle plus tard, les Aghélides ou rois numides frappent des monnaies de bronze et d'argent en leur effigie. Au Maroc, alors appelé Maurétanie, le monnayage fera sa grande entrée au 2e siècle avant Jésus-Christ sous le règne du roi Bocchus Ier, rendu célèbre dans l'histoire pour avoir conclu une alliance avec son gendre Jugurtha contre les Romains avant de le trahir. Il frappa des monnaies en bronze à son effigie, représentant également une titulature royale transcrite en caractères puniques, la langue officielle du royaume de Carthage. Jouant des coudes avec Bocchus Ier, des cités autonomes du royaume de Maurétanie tiennent à produire leur propre monnaie en bronze. D'un style archaïque, elles représentent des dieux protecteurs de la cité, des symboles agricoles et maritimes, ainsi que des signes astraux reflétant à la fois les croyances religieuses et l'économie de l'époque. Les pièces qui ont circulé dans ce Maroc antique sont réalisées par coulage, une technique apparue pour la première fois en Chine au 3e siècle avant Jésus-Christ. Ce procédé consiste à verser du métal fondu dans un moule reproduisant en creux la forme de la monnaie. En Chine, le coulage servait à la fabrication de pièces en bronze. Les sapèques, dont l'une des spécificités était leur perforation de forme carrée au centre. La fabuleuse histoire de la monnaie au Maroc connaît un tournant capital en l'an 25 avant Jésus-Christ avec l'intronisation de Jouba II. Souverain amazigh au parcours singulier, Jouba II a été élevé à la cour impériale de Rome et a ensuite épousé la fille de la reine d'Égypte, Cléopâtre, et du général romain Marc-Antoine. Cette union est commémorée par la frappe d'un auréus en or figurant à la tête diadémée du roi Jouba II, accompagné de sa titulature royale en latin. Il est également possible d'y voir au revers le nom de son épouse, Cléopâtre, et le symbole d'Isis en référence aux origines égyptiennes de la reine. Cette pièce d'exception, dont il n'existe qu'un seul et unique exemplaire dans le monde, est exposée au musée de Bank el-Maghrib. En souverain érudit et lettré, Jouba II favorise avec sa femme Cléopâtre Sélénée la prospérité politique, culturelle, artistique et architecturale des cités de Maurétanie. L'influence du couple royal est telle que le pays s'érige au carrefour des flux commerciaux et d'exportation dans la Méditerranée. Dans ce sillage, une nouvelle ère monétaire s'ouvre, marquée notamment par l'introduction du système trimétallique. Inspiré du modèle romain, il consiste à combiner l'or, l'argent et le bronze pour la fabrication des pièces. Dans ce même élan, la technique du coulage cède la place à la frappe au marteau. Dans ce procédé, l'alliage de base de la pièce est préparé et mis à la forme des flancs monétaires aux dimensions et poids souhaités. Ensuite, le flanc vierge est posé entre deux coins monétaires de forme généralement cylindrique et souvent réalisés en bronze. Le premier coin est mobile, tandis que le deuxième, fixé, est frappé au marteau. C'est également sous cette ère de modernisation qu'une organisation prend forme au sein des ateliers monétaires. Deux corps s'y activent. Le premier, administratif, intègre un surveillant, un trésorier et un scribe, tandis que le deuxième corps regroupe des chargés de fabrication comme les fondeurs, les cisailleurs, les marteleurs et les graveurs. Cet âge de prospérité pour l'activité monétaire en Maurétanie se poursuivra sous le règne de l'empereur Ptolémée, fils et successeur de Jouba II et dernier monarque marocain de l'époque antique. Mais après un bref règne, Ptolémée est assassiné par l'empereur romain Caligula en 40 après Jésus-Christ. Le Maroc devient alors une province romaine
et l'activité monétaire des ateliers marocains prend fin. La Mauritanie n'est plus alimentée à l'époque que par des monnaies romaines provenant des ateliers de l'Occident romain. La province romaine d'Afrique fut honorée à travers le numéraire romain sous le règne de l'empereur Septime Sévère, d'origine libyenne, comme en témoigne ce denier d'argent frappé par l'empereur représentant la déesse Africa. Vers le 5e siècle, les Romains se retirent de Mauritanie, cédant la place aux Vandales, un peuple germanique qui envahit progressivement la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord. Celui-ci marque furtivement l'histoire numismatique du Maroc antique en émettant un monnayage en argent de faible qualité à Carthage. Les Vandales sont à leur tour chassés par les Byzantins, qui s'emparent de certaines villes côtières comme Tanger et Ceuta, où ils frappent exclusivement un monnayage en bronze.